Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. C'est l'heure de votre édition hebdomadaire, dont voici le sommaire. Dans le cadre du projet PACEP, des facilitateurs ont été formés par les inspecteurs. L'objectif visé est de réinsérer dans le système les enfants âgés de 8 à 14 ans. Nous y reviendrons dans cette édition. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a sillonné la région de Tambacounda en faisant un détour dans les départements de Koumpentoum, Goudiri et Tambacounda. Le ministre est revenu sur la situation pluviométrique très stable et rassurante. 12 millions de francs CFA pour la construction d'une maternité, c'est l'initiation de l'association Madialis Touba Muhammadou Rasoulillahi. Plus de 17 villages vont bénéficier de ce projet au poste de santé de Kolibantan. La cérémonie de pose de première pierre s'est déroulée ce lundi. Comme chaque semaine, la chronique sur l'actualité phare de la semaine mettra fin à cette édition. Si vous nous suivez, voici le développement. Bienvenue, mesdames et messieurs. Le projet d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans l'éducation de base, le PACEP, a ouvert des classes passerelles avec le recrutement des enfants âgés de 8 à 14 ans qui sont hors du système éducatif. La réalisation de ce projet a nécessité une formation de 10 jours des facilitateurs afin qu'ils soient bien outillés par les inspecteurs et réduire ainsi le nombre d'enfants dans les rues par l'intégration massive des cibles. Je vous propose de suivre le reportage de Ibrahima Diallo. Dans le cadre du projet PACEP, des classes passerelles ont été ouvertes avec le recrutement des enfants âgés de 8 à 14 ans hors système. Les inspecteurs à cet effet ont formé les facilitateurs des classes passerelles, une formation qui a duré 10 jours. Voilà, nous sommes là depuis 10 jours dans le cadre de la formation initiale des facilitateurs des classes passerelles, PACEP, FA, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, fonds additionnels. C'est dans ce cadre-là que l'État du Sénégal, par le biais de la DAELN, la direction de l'alphabétisation et des langues nationales, alors a voulu ouvrir des classes passerelles dans le but véritablement de récupérer les enfants qui sont hors école et qui sont âgés entre 8 et 14 ans. Donc l'objectif, c'est d'élargir l'accès. Alors, plus d'enfants dans la rue. Donc il s'agira de recenser dans les zones où se trouvent ces enfants-là, les récupérer et les enseigner pendant 5 mois avant de les évaluer et de les reverser dans le circuit formel. Le programme est scindé en deux. Il y a 96 classes. Bon, il y a 2 opérateurs qui ont gagné le programme. Il y a l'ONG La Lumière qui a une cinquantaine de classes, réparties comme sur 20 classes à Bakel, 16 à Tamba et 14 classes à Goudiri. Nous, c'est 50 classes que nous gérons. Les 46 classes sont de l'IEF de Kopontim et ces 46 classes sont gérées par la KTR. Donc maintenant, comme vous l'avez dit, on a fait une formation pratiquement, comme l'a dit l'inspecteur Thiam, de 10 jours. On a eu à recruter, c'est l'ONG La Lumière qui a eu à recruter, l'opérateur a recruté ses enseignants. Nous avons recruté 50 enseignants sur la base d'un diplôme universitaire, le bac, minimum le bac. Et maintenant aussi avec une demande manuscrite adressée au niveau du exécutif de l'ONG La Lumière. On avait délégué le recrutement du mois que le temps presse au niveau des IEF qui ont eu à faire le recrutement à notre place, mais qui nous ont quand même envoyé les dossiers de ces facilitateurs. Après 10 jours de formation, les facilitateurs sont maintenant prêts à rejoindre leurs postes respectifs et réduire ainsi le nombre d'enfants dans les rues. Bon, j'ai toujours été engagée et aussi déterminée, étant donné que la formation que nous suivons ici nous a motivés déjà. Nous avons appris beaucoup de choses, c'est-à-dire comment nous comporter et les principes et les modalités de l'enseignement aussi, pour inculquer la connaissance et beaucoup de choses aux élèves, je crois. Bon, on est venu pour une formation de 10 jours dans le but de
faciliter l'intégration des jeunes de 9 à 14 ans qui sont censés être dans des classes, mais soit ils ont abandonné ou par faute de moyens, ils n'ont jamais été à l'école. Maintenant, à travers ces classes passerelles, nous allons leur permettre, au moins après la formation, soit d'intégrer l'école formelle ou les écoles de formation. Après 10 jours de formation, les facilitateurs sont maintenant prêts à rejoindre leurs postes respectifs et réduire ainsi le nombre d'enfants dans les rues. Merci à notre stagiaire Ibrahima Diallo. Le Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Tambacounda a tenu une séance de formation de 2 jours sur les techniques de gestion des classes multigrades et double flux. Cette formation a permis aux enseignants titulaires des classes double flux et multigrades, mais aussi aux directeurs de pouvoir utiliser des outils spéciaux pour la bonne gestion de ces classes. Reportage signé Maïmouna Niang. Utiliser des outils spéciaux pour la bonne gestion des classes était le souci des maîtres et directeurs des écoles d'application. Un souci qui a préoccupé les formateurs du Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Tambacounda. Pour pallier à cela, une formation de 2 jours a été organisée où enseignants, directeurs et formateurs se sont regroupés. Comme vous le savez, au nom du droit à l'éducation, l'enfant a droit à l'éducation et l'État du Sénégal a ratifié un certain nombre de conventions que tous les enfants doivent aller à l'école. Et face aux sureffectifs et aux sous-effectifs, pour mieux rendre efficient la gestion du système, on a érigé l'instauration des classes double flux. C'est-à-dire, c'est un maître ou un enseignant qui se trouve dans une salle de classe avec 2 groupes pédagogiques, par exemple un CICP ou bien un CM2, C1, ça, en fonction des combinaisons d'étapes, des combinaisons techniques appropriées et spécifiques pour gérer cette classe. Et les enseignants ne sont pas assez outillés. Aujourd'hui, notre rôle en tant qu'inspecteur, c'est de les renforcer leur capacité dans le cadre de cette gestion. Connaître qu'est-ce qu'une classe multigrade, qu'on peut appeler des classes multi-âge, des classes multi-niveaux en fonction des pays. Mais ça demande une gestion spécifique et les enseignants ne possèdent pas les outils. Ils n'ont que les outils traditionnels pour les gérer. Or, puisque c'est de la nouveauté, c'est de l'innovation, c'est du changement, il faut de nouvelles méthodes et de nouvelles techniques pour les gérer. Cette formation a permis aux enseignants titulaires des classes double flux et multigrades, mais aussi aux directeurs des écoles d'application, de s'approprier des techniques de gestion des classes multigrades. Donc nous, particulièrement en ville, nous ne travaillons pas sur les classes multigrades, mais nous avons en charge des élèves maîtres qui sont destinés à la brousse, donc qui seront obligatoirement confrontés à ces classes-là. C'est pourquoi nous y gagnons pour pouvoir compléter leur formation dans ce sens. Oui, nous sommes là pour une session de formation de 2 jours sur les classes spéciales, spécialement sur les classes multigrades. Comme l'a si bien dit le doyen, bon, cette formation, c'est pour tout simplement nous aider à avoir quelques bagages pour essayer de former les élèves maîtres. Mais comme que nous sommes des maîtres d'application, il faut être outillés pour pouvoir administrer ces savoirs-là aux élèves maîtres, cause pour laquelle on est là pour nous former. Dans une école d'application, nous sommes tenus de former des élèves maîtres. Et pour former, il faut avoir un minimum de bagages. Et on est là aujourd'hui pour avoir ces bagages. D'autant plus que notre école Batou Diarra n'est pas une école à double flux, encore moins une école multigrade. Donc avoir quelque chose ici à partager avec nos élèves maîtres que nous formons dans nos classes, c'est bon. Parce qu'un jour, un élève maître peut aller, ils peuvent changer d'école et aller dans une école à double flux, venir vous demander des questions. Si vous n'avez pas de réponse à cela, c'est un problème. Donc l'importance de la formation d'aujourd'hui, c'est ça. Nous-mêmes, nous nous formons ensuite pour pouvoir former nos élèves maîtres. Au sortir de cette formation, les maîtres titulaires des classes double flux et multigrades, ainsi que les directeurs des écoles d'application, auront des bagages nécessaires pour mieux enseigner en dépit du nombre pléthorique des élèves. Je vous le disais dans les titres, dans le cadre de la 2e phase de la campagne agricole, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, M. Moussa Baldé, et sa forte délégation ont sillonné la région de Tambacounda en faisant cap
sur Fass Gounass dans le Koumpentoum, Koutiakassé à Goudiri et Saré Sidi à Neteboulou. Au sortir de cette visite, le ministre est revenu sur la situation pluviométrique très stable et rassurante, mais aussi à la pénurie d'engrais constatée au niveau mondial. Boubacar Ndiaïba était notre envoyé spécial. En visite ce week-end dernier à Tambacounda pour s'enquérir de l'état d'avancement des productions, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural s'est félicité du bon comportement des cultures et de l'augmentation des surfaces emblavées dans la région de Tambacounda. Avant Saré, on était dans la commune de Bala, où nous avons visité une vallée qui est une vallée risicole qui est encadrée par la Sodagri et la direction régionale du développement rural, bien sûr, où ils ont emblavé, les dames particulièrement ont emblavé environ, si je me rappelle bien, 4 hectares de riz qui se comportent très bien. Et la bonne nouvelle pour la commune de Bala, c'est que les tracteurs qui ont été réceptionnés par le président de la République au Grand Théâtre le mois dernier, évidemment, la commune de Bala a un bénéficiaire. Donc les populations de Bala ont bénéficié d'un tracteur. C'est le premier tracteur de la commune de Bala. Cette année, ils ont dû attendre un tracteur d'appoint venu de la Sodagri. Mais à partir de l'an prochain, la commune de Bala aura son tracteur sur place. Et je pense que ça changera un peu le visage de l'agriculture dans la commune de Bala. Donc avant Bala, on était dans le département de Koumpentoum à Fass Gounass, où nous avons visité les champs d'Imarabou Tchernabiba. Et ce qu'on a remarqué, c'est que c'est un gros producteur qui a fait environ 40 hectares, dont de l'arachide, du mil, du maïs. Et de ce qu'on a vu en tout cas, et de ce qu'on a vu aussi des champs que nous avons dépassés, nous pensons que les cultures dans la région de Tamba se portent très bien. On a vu que les pluies continuent avec intensité et nous pensons donc que l'hivernage 2021-2022 aura peut-être au moins le même niveau de production que celui de l'année dernière. Lors de cette tournée, le ministre a rappelé que cette année, pour booster la riziculture et accroître les rendements des producteurs, l'État a introduit des engrais de qualité dans les cultures. Ça, je le confirme, je l'ai toujours dit. Il y a une conjoncture mondiale qui fait qu'il y a un problème d'engrais pour une raison simple. C'est une conséquence finalement de la Covid, parce que la production d'engrais a dû baisser au niveau mondial à cause des confinements dans le monde entier. Et ensuite, la demande mondiale a augmenté. Des pays comme la Chine, l'Asie ont décidé d'augmenter la quantité d'engrais qu'ils achetaient. Du coup, en plus, il y a le fret maritime qui a renchéri. Donc, nous n'avons compté que sur les ICS, alors qu'avant, les opérateurs, ils importaient plein de bateaux d'engrais. Et même les privés qui écoulaient de l'engrais dans le monde agricole sans passer par les subventions n'ont pas pu le faire. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'engrais de l'arachide, nous sommes quasiment à plus de 80% de mise en place. Pour le triple 15, c'est-à-dire pour l'engrais pour le maïs, l'engrais pour le mil, nous sommes à autour de 60%. L'urée, nous avançons bien. D'ailleurs, l'urée, au moins, s'il y avait des stocks qu'on a trouvés au Sénégal, on a vu qu'il y avait des gens qui avaient au moins 8000 tonnes de stocks qu'ils vont mettre en place la semaine prochaine. Donc, je dis que mes objectifs, c'est de finir la mise en place des engrais NPK, c'est-à-dire riz, mil et sorgho, maïs, d'ici fin août, et de finaliser la mise en place de l'urée avant le 15 septembre. Dès lors, le ministre de l'Agriculture a invité les populations à intensifier la mécanisation de l'agriculture, du labour jusqu'à la récolte, pour la relance de l'économie sénégalaise. L'association Majlis Touba Muhammadou Rasoulillahi a organisé une cérémonie de pose de première pierre à Koulibantan pour la construction d'une maternité à hauteur de 12 millions de francs CFA. Les parties prenantes se ravissent de la réalisation de cette vieille doléance au grand bénéfice de plus de 17 villages. Depuis Koulibantan, nous suivons ce reportage de Junior Ba. À 83 km de la commune de Tambacounda, le poste de santé de Koulibantan avait un réel besoin d'une maternité pour prendre en compte les femmes des 17 villages accrochés à l'étoile du poste de santé.
L'association Majlis Touba Mohamed Rasouloulaye n'a pas été insensible à cette vieille doléance. Une pose de première pierre a été effectuée. Le motif de la construction de la maternité ici à Koulibantang aujourd'hui, on a fait le constat. On a discuté avec la population de Koulibantang, surtout les femmes. Et ils nous ont souligné que vraiment qu'elles ont un problème de maternité ici à Koulibantang. Raison pour laquelle l'association aussi a tenu une rencontre. Et on a dit pourquoi pas prendre l'engagement de construire une maternité ici à Koulibantang. Bien vrai que cela va nous coûter un peu cher, et ça avoisine les 12 millions. Mais malgré les difficultés, on va essayer de tout faire vraiment pour atteindre notre objectif vraiment. Le médecin-chef du district sanitaire de Maka Koulibantang s'est dit reconnaissant de ces gestes et compte accompagner l'association en ce qui relève de leur domaine jusqu'à la réalisation de la maternité. Le district sanitaire de Maka Koulibantang est en train vraiment de mettre les démarches pour vraiment pouvoir régler ce problème d'équipement. C'est vraiment après la construction de bien vouloir équiper cette maternité pour qu'on puisse vraiment offrir des services de qualité aux femmes et à tout un chacun qui aurait besoin de ces services-là. Bassirou Ndiaye, infirmier chef de poste de Koulibantang et son équipe avec tous les représentants des 17 villages ont manifesté leur intense satisfaction et se disent totalement prêts à accompagner l'association Majlis Touba Mohamed Rasouloulaye. Merci à notre envoyé spécial Junior Ba. À cœur ouvert, le capitaine du service d'hygiène de Tambacounda, Alioune Wade, s'est confié sur Weli TV pour revenir sur l'actualité qui sévit sur la toile actuellement. Entre autres sujets, l'Ebola, le paludisme et surtout la prolifération massive des moustiques dans la commune. Le capitaine Alioune Wade est au micro de Marie-Danielle Ndeki. C'est une formation quand même qui rentre dans le cadre de la préparation de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, on parle d'apparition de cas dans des pays voisins comme la Guinée. Il y a même des cas qu'on annonce, en tout cas vers la Gambie, ce n'est pas encore confirmé, je n'ai pas encore la confirmation. Mais en tout cas, c'est par rapport à cette situation-là que le Sénégal commence en tout cas à prendre les dispositions nécessaires pour, en tout cas, si éventuellement nous avons un cas, qu'on puisse le gérer de la manière la plus efficace. C'est dans cette optique-là que nous sommes en train de former les agents de la région de Tambacounda. Et c'est une série de formations quand même qui concerne cette région, dont notre région, celle de Tambacounda. Bon, par rapport au paludisme, c'est autre chose, parce que souvent vous me parlez de paludisme lié aux moustiques. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a l'anophèle qui est incriminé par rapport au paludisme. Mais il y a aussi d'autres moustiques. Il y a l'Aedes qui est incriminé dans la filariose. Il y a l'Aedes qui est incriminé peut-être autant pour moi dans la fièvre jaune, dans la dengue, etc. Donc cette situation est une situation globale où il y a toutes les espèces de moustiques qui sont en tout cas en prolifération actuellement. Donc c'est vrai, bonjour le paludisme, mais aussi bonjour les autres maladies. Nous recevons ces temps-ci beaucoup de demandes liées au traitement parce que les gens se plaignent qu'il y a beaucoup de moustiques. Bon, c'est vrai que nous n'avons pas un disponible de produits qui puisse en tout cas faire toute la ville. Mais nous avons tenu une réunion de coordination régionale hier dans laquelle nous avons peaufiné une stratégie qui consiste en tout cas à une fumigation de tout le long du Mamakunda. Par exemple, vous voyez ces stagnations d'eau usée. C'est des gîtes d'anophèles. Vous avez, sans qu'on vous le dise, si vous passez la nuit ici, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de moustiques qui vont vous envahir parce qu'il y a des gîtes ici. Donc au niveau de chaque concession, en tout cas, il faut que les mesures soient d'abord individuelles au niveau ménage pour que maintenant, au niveau global, le service d'hygiène va procéder dans les jours à venir, en tout cas, au saupoudrage de l'ensemble de la ville parce que ce n'est pas le moment indiqué. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des produits insecticides qu'on pulvérise dans la nature. Et s'il y a par exemple précipitation, s'il y a pluie, il y a le lessivage. Donc il n'y a plus d'efficacité et c'est des produits qui coûtent extrêmement cher.
Donc, comme vous le dites, avant, on faisait des campagnes pré-hivernales, durant l'hivernage, mais aussi post-hivernal. Mais depuis un certain moment, nous avons vu que, bon, en tout cas, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc il fallait capitaliser donc, ces moyens-là. En quoi faisant? En attendant les dernières pluies, en tout cas vers le mois de fin septembre, début octobre, pour en tout cas faire le saupoudrage global. À présent, c'est l'heure de la chronique et pour cette semaine, Céline Sisler-Gomis s'intéressera sur l'état alarmant des routes à Tambacounda. Dans la décennie 1990, le secteur des transports a contribué au PIB du Sénégal à hauteur d'environ 10%, soit une part supérieure à celle de l'agriculture et légèrement inférieure à celle de l'industrie. Comme ailleurs dans le monde, les transports terrestres routiers sont devenus prédominants au Sénégal pour l'acheminement des personnes et des biens. Avec un parc estimé à 160 000 véhicules en 2001, plus de 125 000 véhicules sur la région de Dakar et un réseau routier de plus de 14 500 km, le Sénégal fait partie des pays les mieux équipés d'Afrique de l'Ouest. En outre, répondant au souci de l'État de consolider sa présence dans les limites du territoire, le maillage routier couvre l'ensemble du pays habité et joint les bourgades les plus éloignées de la capitale. Le Sénégal a ainsi réalisé des progrès significatifs dans les infrastructures, précisément dans les domaines routiers, mais il reste à faire. Les accidents de la circulation sont récurrents au Sénégal. Faisant le point des accidents à l'occasion d'un atelier sur la sécurité routière en mai 2021, Ousmane Ly, chef de la division sécurité routière de la Direction générale des transports routiers, avait fait état d'environ 3000 décès enregistrés entre 2017 et 2020. Le Sénégal a des routes toujours aussi meurtrières. Dans les régions, notamment à Tambacounda, les routes sont de plus en plus défectueuses, comme l'axe quittant le rond-point Gouvernance vers Saraguilé. Un autre constat qui désole la population est le manque de dos d'âne, qui est souvent l'une des principales causes des accidents de la route. Les accidents de la route ne font pas seulement des morts, ils font aussi beaucoup de blessés et laissent parfois des séquelles à vie. Perte d'un membre, articulations détruites, fractures osseuses ou encore des lésions au niveau du cerveau ou de la moelle épinière. Ce sont les traumatismes les plus courants chez les accidentés de la route. Notons aussi que l'axe Fatick-Kaolack est de nouveau carrossable. L'axe Kaolack-Tambacounda, encore correct, mais pour combien de temps? Cette nationale qui coupe le Sénégal d'est en ouest est empruntée chaque jour par environ 450 gros porteurs maliens qui participent gravement à la détérioration de la route. Les infrastructures routières sont la base du développement de la circulation des marchandises et des personnes. Aujourd'hui, l'ensemble du réseau routier au Sénégal est presque parfait. Je dis bien presque parfait. Il est temps que l'État du Sénégal revoie ses politiques routières. Sinon, nous connaîtrons de plus en plus des pertes de vie. Ainsi prend fin cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette hebdo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tour de l'actualité du Sénégal oriental. Excellente semaine à tous.